Ça se passe bien. Ça va, ça a été? Non, ça va, c'est bon. Donc, merci beaucoup. Bienvenue dans Gay Télévision. Nous avons le bonheur et le privilège de recevoir dans notre plateau ce jour Marion Obam, femme aux multiples casquettes. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Weldon, qui est une agence de conseil marketing et communication. Et dans plusieurs autres de vos casquettes, vous êtes non seulement présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun, vous êtes également présidente de la Fédération des journalistes d'Afrique centrale. Et on va continuer parce que ça ne s'arrête pas là. Vous êtes également membre exécutif de la Fédération internationale des journalistes, en abrégé FIJ. On y reviendra. Et puis membre exécutif de la Fédération des journalistes africains, en abrégé FAJ. Voilà. Ainsi planter le décor, on voudrait déjà vous souhaiter une bienvenue. Bienvenue Marion Obam dans Gay Télévision. Merci beaucoup et je vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette émission et sur ce plateau. Vous êtes à Paris et je rappelle que c'est depuis quelques jours. Est-ce pour les vacances ou alors c'est pour des besoins professionnels ou même associatifs? En fait, c'est les deux. Je suis là depuis quelques jours pour le congrès centenaire mondial de la Fédération internationale des journalistes. Et j'ai pris quelques jours pour voir la famille. Et ça se passe bien? Oui, super. Et le climat, ça va? Oh, un peu changeant. Je pensais que ce serait plus ensoleillé, mais ça va. Alors, Marion Obam, vous êtes aujourd'hui une figure majeure du journalisme et de la communication. Quel souvenir d'enfance ou même quel événement fondateur vous a donné envie de suivre cette voie? Alors, c'est assez particulier parce que je suis restée orpheline assez tôt. Oui. Aux environs, j'avais 13 ans. Et c'est avec mon père que j'écoutais le Poste National, où on suivait le journal de 13 heures, où on écoutait beaucoup de musique et où on avait des débats. Et je me disais toujours, ça pourrait être un métier que j'aimerais bien faire parce que ça avait un ton sérieux, c'était solennel et je voyais les adultes s'asseoir, arrêter tout ce qu'ils faisaient pour écouter Radio Cameroun. Je me suis dit, c'est quelque chose ça doit être un métier sérieux. Ça, c'est le premier point. Et puis, lorsque mon père décède, je voulais être médecin. Je voulais être médecin parce que j'avais toujours cette envie de réparer les injustices, de soulager les peines et les douleurs. J'aimais pas voir les gens souffrir autour de moi, ni d'injustice, ni de douleur, ni de quoi que ce soit. Alors, quand mon papa est décédé, j'avais pas vraiment des gens pour payer mes études de médecine. Et je me suis dit, il m'a toujours dit dans la vie, il faut avoir plan A, plan B, plan C. Ouais. Et mon plan B, qui rejoignait toujours le fait de pouvoir porter la voix des sans-voix, de mettre de la lumière sur quelque chose qui ne va pas et de pouvoir soulager les gens d'une certaine façon, c'était le journalisme. Alors, j'y suis allée. Donc, on dira que quelque part, c'est votre rêve d'enfance qui se réalise. Oui. Et pas que des moindres. Votre parcours, Marion Obam, mêle la gestion, communication, fiscalité, synergologie, relations publiques. Comment avez-vous construit cette polyvalence exceptionnelle? J'ai gardé une âme d'enfant. Je m'émerveille de tout et j'ai toujours un regard curieux. Je n'aime pas tout ce qui est statique, tout ce qui est habituel, tout ce qui est régulier. Non, je déteste. Je veux de la vie, je veux le dynamisme, je veux m'émerveiller, je veux découvrir des choses. Ce qui fait que j'ai vraiment un parcours un peu atypique. C'est vrai que j'ai fait des études en journalisme et après 13 ans à mutation en presse écrite, où j'ai eu une très belle formation, une très belle école de vie avec tous les mutants et les mutantes de l'époque. Je me suis sentie au bout de 13 ans un peu essoufflée. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et il y avait comme un plafond de verre. Après avoir été chef de desk à Douala, il n'y avait pas autre chose à Douala qui dépassait ce poste-là. Et je voulais pas repartir à Yaoundé. Je m'étais mariée, j'avais mes enfants. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Je voulais voir ailleurs. J'ai décidé de mettre une nouvelle corde à mon arc et donc de regarder les métiers de la gestion. Et c'est comme ça que je fais une licence en gestion à l'université de Poitiers, en ligne. Et je découvre que c'est un univers fascinant
Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans le management. On avait des cours de marketing, des cours de droit, des cours de fiscalité et des cours de gestion. Et quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était la psychologie. Ah oui, c'est-à-dire comprendre l'homme dans l'environnement de travail, anticiper, pouvoir faire la carte mentale des gens avec lesquels on travaille. C'est pour cela que mes quelques années qui ont suivi ma formation après, je les ai passées sans incident. Moi qui avais un caractère très fort, les gens étaient un peu surpris et j'ai eu quelques coups bas. Mes jeunes collaborateurs que je formais me disaient non mais fais attention à telle personne, fais attention à telle personne, mais ils me voyaient tellement zen, tellement calme parce que moi j'avais déjà lu cette personne, je savais quelles étaient ses intentions et à partir de ce moment-là, je faisais cette formation pour avoir une autre vie, une seconde vie professionnelle. Et j'ai eu une grossesse un peu difficile qui m'a fait garder le lit pratiquement 5 mois. Ça m'a permis de peaufiner mon projet et de créer ma première entreprise. D'accord. À vous entendre, Madame Marion Obam, épouse Maël, j'ai bien envie de vous poser la question, quel a été le moment le plus déterminant de votre carrière, ce moment-là, justement, qui a véritablement changé votre trajectoire? Alors, il y a 2 moments. Le premier moment, c'est ma première année d'étudiante en journalisme. Ouais. Et on nous demandait de faire 3 stages. Stage en radio, stage en télévision, stage en presse écrite, pour pouvoir sentir le pouls et savoir quelle est la discipline qu'on va approfondir. Et donc, je vais à CRTV et Bolova pour faire mon stage en radio qui se passe très bien. Et j'ai les lauréats, les gens disent bravo, bravo, tu as une très belle voix, tu as une voix radiophonique. Et puis, je vais faire aussi 1 mois en télé. On me dit, ah, mais non, tu es photogénique, donc mes pieds ne touchent plus le sol. Je suis déjà journaliste dans ma tête. Et puis, je fais mon stage en juin 2001 à Mutation, qui était encore un tri-hebdomadaire. Et j'arrive, j'ai comme rédacteur en chef Alain Blaise Batongué, qui m'envoie sur le terrain. Je me rappelle très bien, c'était un 20 juin. Il me dit, il faut aller faire, on inaugure, c'était la chambre de commerce, il faut aller faire un compte rendu. Oh, bon, j'y vais, toute pleine d'allant, je rédige. À l'époque, on rédigeait sur des feuillets, donc j'avais 3 feuillets de format A4 et je rédige mon article, je suis très fière de moi. Et puis je m'en vais, je le lui présente, il me dit, assieds-toi. Je m'assois, il lit. Ah, j'ai eu le choc de ma vie. Comment ça? Et il a fini de lire, il me dit, si c'était une rédaction, si c'était une dissertation française, je vous aurais donné 16 sur 20. C'est très bien rédigé, mais ce n'est pas un article. Il a roulé en boule mes 3 feuillets qui ont atterri dans sa corbeille de papier. Il me dit, Marion, va rédiger un article. J'étais d'abord tétanisée. Je dis, mais c'est pas possible. Mais j'ai fait en radio, tout le monde était content. J'ai fait en télé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sans presse écrite. Je suis rentrée, j'étais en pleurs, j'étais traumatisée. J'ai dit non, je ne rentre plus là-bas. Pas découragée? J'étais découragée. Je voulais plus. Vous vous imaginez, vous venez faire 2 mois de stage, vous êtes bien, quoi. Vous avez reçu que des éloges. Oui, et puis vous arrivez, on vous dit, mais non, vous n'avez même pas le niveau, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai été traumatisée. Le lendemain, je suis pas partie. Et puis, j'ai eu une discussion avec ma tante qui me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, mais c'est mon métier. Elle me dit, ah bah, lève-toi, repars. Quand on tombe, on se relève, on se remet, on grimpe à nouveau et on repart. C'est comme ça. Donc, je suis repartie à la presse écrite par défi et puis je suis restée par passion. C'est devenu la rigueur dans l'écriture, le sens des mots, le détail du choix du mot pour transmettre l'émotion, l'attaque qui va scotcher. Et j'aimais bien cette expression de mon directeur de publication, Aman Manam, qui je dis merci d'ailleurs pour l'opportunité de m'avoir recruté sortie d'école, qui disait que il faut un titre qui fende le crâne. Hein. L'attaque, c'est comme une fille qui a une mini-jupe. On a envie de suivre. Et c'était des moments vraiment particuliers. Et le second tournant dans ma vie, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une 3e grossesse un peu difficile, donc j'ai gardé le lit. Et puis, on avait des retards de salaire.
Donc, quand j'accouche, j'ai un projet, j'accompagnais une banque qui faisait ses 5 ans en tant que consultante. Ouais. Et lors de cet événement, j'ai mon président du conseil d'administration qui est comme invité. Et lorsqu'il me voit, il est surpris. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, je donne un coup de main, je suis consultante et tout. Il me dit, oh, vous savez, être journaliste ne veut pas dire que vous pouvez tout faire. Vous pouvez pas être journaliste et vous pouvez pas être chef d'entreprise, hein. Il faut savoir ce que vous voulez. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que les deux sont incompatibles? Il me dit, non, mais il faut choisir. Et ce jour-là, j'ai eu ça comme un coup de poignard. Ouais. Ce qu'il ignorait, c'est que ma trajectoire avait déjà été préparée. Ça faisait 2 ans que j'avais décidé de faire ma licence et que je l'avais commencé. Donc j'ai mis toute la rage et la hargne à la terminer et à créer ma première entreprise. Aujourd'hui, je suis à la 3e. J'ai appris les 2 premières, mais c'était vraiment le tournant où, sans vous connaître, sans savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quelqu'un décide que vous n'avez pas le niveau de faire quelque chose, comme s'il était Dieu. Et je lui dis d'ailleurs merci, parce que s'il m'avait pas confronté ainsi aussi durement, ainsi violemment, peut-être que j'aurais pas relevé ce second défi. Ça a été un boost. Alors, Marion, vous dirigez une agence, justement, celle dont vous parlez là, qui vous a fait vous mettre justement dans un compte beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Et cela fait 10 ans aujourd'hui, ou je dirais même plus de 10 ans, que vous êtes à la tête de Weldon, cette agence de conseil marketing et communication. Quelle est votre vision personnelle du leadership, surtout en tant que femme à la tête d'équipes et de projets stratégiques? Je pense que c'est important d'avoir vécu plusieurs vies ou plusieurs expériences pour affiner sa vision et savoir ce qu'on veut faire réellement. Mon parcours à mutation et d'avoir été consultante en radio-télé et pour des entreprises dans l'univers de l'agroalimentaire m'a permis de faire un peu le tour et de comprendre que des gens ont parfois peur de se faire bien accompagner parce qu'ils ont le frein de l'argent, du budget. Et donc, la création de Weldon repose justement sur cet accompagnement qui peut s'adapter au budget de notre client. Parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de PME préfèrent parfois faire mal les choses parce qu'ils disent que une agence conseil en communication coûte cher. Et moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la rubrique communication à mutation, où je m'occupais du cahier de communication tous les mardis et je rencontrais à la fois les professionnels du marketing et de la communication, les chefs d'entreprise et les directeurs marketing. Ce qui faisait que ma vue d'ensemble me permettait de savoir vraiment quels sont les besoins spécifiques du marché et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça n'a pas été facile parce que quand vous êtes jeune, vous avez une étiquette de journaliste bien trempée et que on vous changeait de casquette. Il y a d'abord eu un peu de réticence, mais heureusement, pendant que je travaillais, j'avais déjà des consultations. Ces gens-là savaient quelle était ma capacité, quelles étaient mes compétences et c'est eux qui m'ont fait confiance. Et puis moi aussi, aujourd'hui, je dirige une équipe de 17 jeunes Camerounais et Camerounaises, leur donner du boulot, les accompagner dans leurs rêves, partager cette vision d'être toujours à l'écoute du client et de faire le maximum. On a la flexibilité, on a le respect des délais et on a la créativité qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes une agence réputée et très bien cotée parce qu'on a des grands clients, des grandes entreprises dans nos comptes. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter, Madame Marion Aubin, parce que pour ceux qui nous regardent, vous avez reçu la médaille de travail. C'était le 1er mai 2026. Exactement. Et voilà. Et ça a été un beau moment de consécration. Absolument. Autour d'une grande fête. J'ai bien vu les images. Comment est-ce que vous vous êtes sentie ce jour-là? Oh, j'étais très heureuse, surtout que c'est mon époux qui a organisé la fête. À qui on passe le grand bonjour, Monsieur Paul Mahé. Il m'a dit bonjour, je suis très contente, madame, et je vais organiser une très belle fête parce que je suis contente que tu célèbres tes 15 ans de travail, tes 2 médailles de travail d'argent et de vermeil. Et je veux dire au monde entier comment je suis fière de la femme que tu es, du parcours que tu as fait. Et il a tout organisé. Et moi, je faisais ma belle. J'étais très contente. En tout cas, c'est des moments comme ça qu'il nous faut aussi avoir cet accompagnement, avoir un homme qui sache reconnaître votre valeur. Je pense que cela vous donne un peu d'aile, là, madame. Oh non, ça c'est. Je pense qu'il faut être bien accompagné dans la vie pour réussir. Et je dis vraiment merci au Seigneur d'avoir lui comme ami, compagnon et
époux, le papa de mes enfants. On en a 6. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on en a 6. Et c'est lui qui le premier a vu mes compétences, ma valeur, et qui m'a toujours dit, mais vas-y. Et moi, j'ai dit, non, tu sais, il dit, non, vas-y, non, je reste gérer telle chose, vas-y, je t'accompagne. Mais non, tu n'as pas assuré, il faut plutôt gérer comme ça de temps en temps et tout et tout. Et le moment où je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Le gars, il a vu ça avant moi. Et il m'a toujours encouragé à faire ce que je voulais, à aménager son agenda, son temps pour moi. Et ça a été un facteur décisif dans ma réussite. D'accord. Et justement, en parlant de réussite, comment parvenez-vous à concilier justement vos responsabilités de directrice générale avec vos engagements syndicaux internationaux, et même, on y reviendra, pour également parler de ce cadre familial, parce que être une mère, c'est également travailler à plein temps. Aussi historique en tant que congressiste Marion Obama. Ah, c'était ouf, génial, c'était super, c'était plein d'émotions. D'ailleurs, d'abord en tant que femme, parce que faut savoir que les combats sont partout, hein, c'est pas juste en Afrique, même en Europe il y a des combats. On célébrait une institution centenaire, mais je tiens à dire qu'il y a que 2 femmes qui ont dirigé la Fédération internationale des journalistes en 100 ans. Et donc là, c'était le mandat de Dominique Pradalier, que je salue d'ailleurs, parce qu'elle aussi, elle m'a boosté lors de notre dernier congrès à Oman, il y a 4 ans. C'est là où elle a pris la tête de la Fédération internationale des journalistes. Et moi aussi, je me suis dit, pourquoi pas? Et je suis rentrée au Cameroun et j'ai pris la tête du syndicat national des journalistes du Cameroun. Et assister à ça, surtout qu'on a fait une élection où une autre femme, Zuliana Lenez, péruvienne, a pris la tête de la Fédération internationale de journalistes pour le prochain centenaire, le 2e. Et donc, c'était vraiment une joie pour moi en tant que femme, et aussi quelque chose d'inédit s'est passé ce jour-là. Moi, venue de mon Douala, de mon Cameroun, de mon Afrique, j'arrive à Paris pour ce congrès-là, et pendant les élections, quelque chose d'inédit se produit. Laquelle? Alors, on fait le vote pour déterminer qui va faire partie du comité exécutif de la Fédération internationale de journalistes. Il y a 16 places. Il y a 300 congressistes. Et vous n'allez pas imaginer. Ah ouais. L'ensemble de ces congressistes décident que moi, Marion Obama, je dois absolument faire partie de ce comité exécutif. Ouais. Je suis la première. J'ai 75% des suffrages de tous les congressistes. Et je suis la première. J'ai 186 pays sur les 250 qui devaient voter, qui m'ont mis en première intention de vote. J'étais tellement émue parce que le responsable qui faisait les votes, il a dit, c'est qui Marion Obama? Je me suis levée, me suis approchée. Il me dit, c'est vous, genre, il était vraiment étonné. Je lui dis, oui, c'est moi. Il me dit, waouh, c'est incroyable. Je dis quoi? Il me tourne la machine. Le vote, il est secret. Le vote est secret. Donc, mais il était en ligne. C'était aussi une innovation. On a fait des votes en ligne. Et je vois les rangs. Et j'étais saisie d'une émotion. J'ai vraiment dit merci aux congressistes parce que beaucoup ne me connaissaient pas. Mais c'est vrai qu'on fait une campagne. On s'adresse aux congressistes, on dit quelles sont ses intentions, comment on va travailler et tout. Et j'étais vraiment émue de voir que mon discours avait touché autant de personnes. Et ça, c'est une vraie fierté. Et ça restera vraiment gravé à jamais dans ma mémoire, quoi. Vous êtes donc une femme d'une grande influence. On va le rappeler, en tout cas. Félicitations pour cette autre casquette de vos pères. Parce que tous, de façon unanime, ont décidé de faire de vous celle-là même qui va être aux côtés, justement, du comité exécutif de la FIJA. Alors, Marion Obama, dites-nous, quel enseignement ou décision majeure retenez-vous de ce 100e congrès de la FIJA? La première chose, c'est que les institutions fortes se bâtissent. C'est pas 100 ans, c'est pas un jour, c'est pas 10 jours, c'est pas un mois, c'est pas 100 mois, c'est 100 ans, c'est un centenaire. Et il y a eu des présidents, il y a eu des gens qui travaillent tous les jours au quotidien, et surtout, il y a la force de la solidarité. Parce que nous avons là des représentants de 5 continents
Et nous avons un bureau FIGE dans pratiquement tous les 5 continents qui sont chapeautés par un secrétaire général, Anthony Bélanger, à qui je dis d'ailleurs merci et félicitations pour le coaching et sur la capacité de travail. Et il faut travailler 24 heures sur 24 parce que nous sommes sur plusieurs fuseaux horaires. Oui. Et il y a des informations qui arrivent qui viennent de la Chine, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Et il faut répondre. Vous pouvez pas laisser un journaliste en détresse parce que vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire ou que vous avez 7 heures de décalage. Vous ne dormez pas. Et donc, cette force de solidarité-là, avec cette 2 dernières années, venir en soutien aux journalistes palestiniens, aux journalistes ukrainiens, aux journalistes somaliens, et tout ça, ça vous forge, ça vous donne une ouverture d'esprit, ça vous permet d'apprendre à parler aussi les autres langues. Parce que la FIGE, on travaille avec 4 langues, on travaille le français, l'anglais, l'arabe et l'italien ou le portugais, c'est selon, et ça permet que vous puissiez voir aussi les cultures des autres et l'acceptation. L'acceptation qui n'est pas juste un vêtement, une couleur, c'est des valeurs, c'est la vision, c'est ce qu'on partage en plus en tant que journaliste et surtout en tant qu'être humain. Vous avez coécrit le livre Une voix pour informer le monde, un siècle de combat de solidarité sous la direction d'Anthony Bélanger à qui vous venez de faire un clin d'œil, ainsi que Florence Lecam. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement et professionnellement? Alors, écrire ce livre, c'était quelque chose de particulier. Je suis journaliste, donc j'ai écrit pendant beaucoup d'années. Mais raconter l'histoire de la solidarité africaine dans un livre centenaire, parce que ce livre raconte les 100 ans de la Fédération internationale de journalistes, les hommes et les femmes, les grandes décisions, les grands combats, les grandes avancées qui ont permis que l'institution tienne pendant 100 ans. Écrire, participer à la rédaction, participer à l'étude, participer au choix des sujets, aux angles de traitement, partager les sujets et travailler, faire la recherche, surtout faire la recherche, parce que quand on travaille sur un livre documentaire, il faut que tout soit documenté, les années soient exactes, les lieux, les rencontres, les personnages. Ça a été vraiment une expérience très très enrichissante qu'on a travaillé pendant 1 an et demi sous la houlette d'Anthony, et les corrections, c'était quelque chose d'inédit. Et je suis très fière aujourd'hui d'être autrice parce que c'est pas évident d'être auteur et puis d'être auteur d'un livre qui est traduit en 4 langues et qui va aller à travers le monde. C'est le Cameroun, c'est Marion, c'est le SNJC, c'est l'Afrique, c'est quelque chose de mémorable pour moi. Et justement, en parlant du SNJC Cameroun, de l'Afrique, puisque vous portez également de grandes responsabilités au sein du continent et même sur le plan national au Cameroun, selon vous, quels sont aujourd'hui les défis les plus urgents pour la liberté de la presse? Alors, d'abord, c'est le cadre légal. Dans plusieurs pays en Afrique, le journaliste et les médias sont perçus comme un ennemi des gouvernants. Et à partir de ce moment, ils travaillent à fragiliser la loi et le travail des journalistes. Parce que un journaliste qui travaille bien, une bonne loi, c'est-à-dire le cadre de travail, la rémunération, la sécurité sociale et la protection sont des 4 leviers importants pour que les journalistes travaillent dans de bonnes conditions. Malheureusement, ces conditions ne sont pas toutes réunies en Afrique parce que les gouvernements ont peur et aussi ils ne veulent pas d'une presse forte, ils ne veulent pas des journalistes libres. Donc le premier combat, c'est justement de faire que ce cadre légal soit meilleur, soit amélioré. Le second axe, c'est celui de la sécurité des journalistes. Dans la majeure partie des pays africains, il y a la guerre, il y a des conflits, et ces conflits-là, aujourd'hui aussi, touchent les journalistes. Les journalistes sont enlevés, sont assassinés, sont tués, il y a de l'impunité, et donc ça fait en sorte que on a pris une grande déclaration et on travaille sur une résolution qu'on va présenter à l'ONU sur la sécurité des journalistes qui doit être pris en compte par les gouvernements pour pouvoir protéger les journalistes. Je prends le cas au Cameroun, il n'y a pas un article qui protège les journalistes en dehors de l'inviolabilité des salles de rédaction. Mais ça protège pas le journaliste dans l'exercice de sa profession sur le terrain. OK? Et on a une vieille loi qui date de 90
La loi sur la communication sociale. Aujourd'hui, on a l'Internet. Aujourd'hui, on a l'IA. Oh, il faut qu'on se mette à niveau. Donc, les combats aussi pour les journalistes d'aujourd'hui, c'est la gestion de l'IA. Ça va tellement vite. Avant, il fallait attendre 24 heures pour avoir une information. Il fallait faire une enquête de 3, 4 jours, 1 semaine, 3 semaines pour pouvoir donner. Mais aujourd'hui, ça va vite. Il faut utiliser l'IA. Mais il faut garder l'élément le plus important qui est le recoupement pour pouvoir donner la bonne information. Et notre métier aussi est menacé aujourd'hui avec ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, les influenceurs. La limite est très fine et parfois les gens abusent et se substituent au métier de journaliste. Donc, il y a beaucoup de ces menaces-là. Alors, pour terminer, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes femmes qui rêvent de leadership, de journalisme ou de communication, mais qui doutent encore d'elles-mêmes? Si une seule personne au monde l'a fait, vous pouvez le faire. À partir du moment où vous dites que c'est possible, c'est-à-dire la mécanique s'opère dans votre cerveau, le corps obéit, vous fourbissez vos armes, vous allez atteindre votre objectif. Il ne faut pas subir la vie. Il faut avoir des rêves. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai gardé mon âme d'enfant. Parce que je rêve tellement, je veux voir des belles choses, mais dès que j'apprends que une seule personne au monde a fait cette chose, moi je m'arrête pas, hein. Et les gens me disent, mais tu as plusieurs vies, pourquoi tu fais ça, tu fais ça? Parce que j'ai envie de le faire. Parce que j'ai envie de vivre toutes ces vies-là dans ma vie. Je ne sais pas si demain ou après-demain, je pourrais me décider à entrer dans la politique, me décider à faire de l'économie ou de l'agriculture. Mais chaque fois que je dis que telle chose est possible, je le fais. J'ai rencontré la ministre de la Culture française, qui est une ancienne journaliste, qui a travaillé Le Point, qui a été journaliste politique et qui a dirigé la rédaction de Le Point pendant presque 30 ans. Et la discussion que j'ai eue avec elle, elle m'a dit félicitations pour votre élection à la Fige. On était à l'hôtel de Paris où il y a d'ailleurs une exposition sur les 100 ans de la Fige. Elle m'a dit, madame, si vous êtes le phare, acceptez de diriger tous les bateaux à port. Ne choisissez pas le bateau que vous éclairez ou celui que vous n'éclairez pas, parce que c'est de grandes responsabilités. Accepter la responsabilité, c'est accepter de faire don de soi, de faire des sacrifices, parce que vous devez marquer votre temps. Acceptez d'être un phare. Donc, il faut travailler pour ses rêves. Un petit mot de fin? J'étais très heureuse de cet échange-là. Et je voudrais dire les gens ne doivent pas vous dire ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez quelles sont vos aspirations. Moi, je suis une mère, j'ai 6 enfants, je suis une épouse, je suis une sœur, je suis une tata, je suis chef d'entreprise, je suis présidente d'un syndicat, je suis à la FAGE, je suis à la Fédération internationale de journalistes. Et qui sait demain? Personne ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas. Ne laissez jamais personne vous dire ce que vous devez faire. Et si vous savez où vous devez aller, vous avez déjà parcouru la moitié du chemin. Le reste dépend de vous, de ce que vous voulez faire comme étude, des moyens que vous vous donnez. Et surtout, il faut avoir la foi en Dieu. Parce qu'au-delà de toute chose, il y a quelqu'un, il y a un maître du monde et de toute chose qui a déjà programmé ce qui doit arriver. Alliez-vous avec ça et vous allez arriver. Merci beaucoup, Marion Obama. Merci, Cathy. Merci.